Bienvenue à tous, bonsoir et merci de vous informer sur RTI 1. Ce 7 décembre marque la 28e année du décès de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Cette date anniversaire a été commémorée à travers notamment une messe à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. La commission électorale indépendante CEI est en tournée de sensibilisation pour des périodes électorales apaisées en Côte d'Ivoire. L'institution a rencontré aujourd'hui les partis politiques et groupements de partis politiques. Ils ont échangé autour de la vision de la CEI de faire des élections un instrument de renforcement de la paix. À la veille des congés de Noël, des tentatives de perturbation des cours sont enregistrées dans certains établissements scolaires depuis la semaine dernière. Le ministère de l'Éducation nationale s'active de son côté pour mettre fin à ce phénomène qui perdure depuis quelques années déjà. Ressources halieutiques, difficultés de la pêche artisanale, le dossier EcoPlus de ce mardi y est consacré. Nous irons à Lozoa, village du département de Guitry, et nous verrons le combat de ce village de pêcheurs pour résister à la reconversion qui semble s'imposer. Bienvenue à tous. Voilà 28 ans, jour pour jour, que le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, s'en est allé. Cette date anniversaire a été commémorée à travers une messe à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Les souvenirs de l'homme d'État et du père ont marqué cet anniversaire. Kader Sogodogo. Dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny dans l'enceinte du caveau familial à Yamoussoukro. 28 ans après son décès, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle continue de marquer les esprits. Son souvenir reste vivace. Amour et partage. C'est une espèce de pèlerinage pour nous aussi. Et puis vous savez que chez nous les Baoulés, l'esprit ne meurt jamais. Et pour monsieur le maire et moi, qui avons eu l'avantage de le côtoyer, de le fréquenter au quotidien, tant que nous serons vivants, Houphouët vivra. Nous sommes venus honorer la mémoire du président Houphouët-Boigny, comme vous l'avez dit, dont l'esprit règne encore en Côte d'Ivoire. Dans cette période où nous parlons de dialogue politique qui nous inspire et que par ses prières, Dieu descend sur la Côte d'Ivoire pour que la réconciliation puisse être un fait réel. En ce jour, anniversaire du rappel à Dieu de Félix Houphouët-Boigny, une messe est dite à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Félix Houphouët-Boigny continue de faire l'unanimité. Cette messe 28e qui célèbre la mémoire de notre père, le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Vous savez, en dépit de ce que l'on peut penser, le président Houphouët-Boigny a toujours été dans le cœur du président Laurent Gbagbo et il a tenu, en cette occasion de sa présence sur le territoire de Côte d'Ivoire, notamment depuis le 17 juin, à marquer de sa présence. Aujourd'hui est un jour de recueillement, un jour de souvenir. Nous sommes venus en reconnaissance pour cette messe. Nous sommes à l'Assemblée là, reconnaissant en lui que l'Éternel qui l'a accueilli continue, disons, de l'entretenir. C'est le 7 décembre 1993 que Félix Houphouët-Boigny s'est éteint. Né en 1905, il avait 88 ans. Félix Houphouët-Boigny reste présent dans la mémoire collective, homme de paix, de dialogue et de développement. La Côte d'Ivoire et bien au-delà reste admirative. Michel Digré. C'est le 7 décembre 1993 que ce qui était encore une rumeur quelques jours plus tôt a été officiellement annoncé aux Ivoiriens. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. 28 années se sont écoulées, mais ce jour reste encore gravé dans la mémoire collective. J'étais allé en consultation, c'est là-bas que le médecin est sorti, il a dit, il a balancé ça comme ça, que c'est officiel, hein, le président est décédé. Mais là j'ai failli piquer une crise même. Moi, je ne me dis pas qu'il est décédé, hein. Il se repose.
Les jeunes générations ne l'ont pas connu, mais le portent en estime. J'ai entendu parler de lui à l'école. C'est lui qui était le premier président de la Côte d'Ivoire. Et c'est à cause de lui que la Côte d'Ivoire a connu son indépendance. J'étais encore petit quand il décidait, mais j'en ai entendu beaucoup parler. C'est 30 années qu'il a passé pour le développement de la Côte d'Ivoire. Même si après sa mort, le pays a connu tout ce qu'on sait, mais je sais que lui s'était battu pour la paix. La bataille de la paix, il y était attaché et était prêt à hausser le ton pour se faire entendre. Vous voulez que nous soyons un peuple diminué, un pays diminué, que nous n'avons plus le droit de prendre des positions nettes, favorables à la paix? Vous voulez que nous soyons une sorte de robots pour voter des motions et des motions? Ah non, ah non, non. Félix Houphouët-Boigny savait aussi manier la carotte et le bâton. Clovis Sewa, journaliste et syndicaliste, s'en souvient. Le syndicat à l'époque se considérait comme l'opposition. On nous a fait envoyer dans l'armée à Séguéla, c'est une formation aussi. Hein. Bon, une punition, formation, bon. On en est sorti quand même ragaillardi quand même, un peu plus mûr. Oui, on connaît mieux les réalités politiques. Décédé à Yamoussoukro, le 1er février, la dépouille du défunt est transférée à Abidjan pour recevoir les hommages. Le 5 février, le cortège funèbre reprend la route de Yamoussoukro. Félix Houphouët-Boigny sera enterré le 7 février dans le caveau familial qu'il se plaisait à présenter à ses invités. C'est ma tombe à moi. 28 ans après son décès, de nombreux Ivoiriens continuent de pleurer la mort de celui qui aura incarné la vie politique du pays pendant plus d'un demi-siècle. Ce 7 décembre, la Côte d'Ivoire tout entière a une pensée pieuse pour celui qui aura commencé à écrire les premières pages de notre histoire de pays indépendant. À Yamoussoukro, le Sénat a examiné 41 budgets programmes pendant 4 jours. Le projet de loi portant budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2022 et son annexe fiscale ont été adoptés par les sénateurs. Le budget total s'élève à plus de 9 900 milliards de francs CFA. Kader Sogodogo. 4 jours de travaux, 41 budgets, programmes ministériels examinés à la loupe. Pour le round final, le ministre du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, après avoir présenté le budget global, obtient le quitus de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat, la KEF. Le projet de loi de finances portant budget pour l'année 2022 est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés par la Commission des affaires économiques et financières. 9 901 milliards 072 348 791 francs CFA. Chaque centime sera utilisé pour rendre effectif la vision du président de la République, Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire solidaire où chaque compartiment se transforme qualitativement. Vous savez, il y a de grandes ambitions qui sont annoncées. Réduire donc la pauvreté de moitié, faire doubler le PIB par tête d'ici à 2030. Donc ça nécessite évidemment d'avoir des ressources et nous sommes contents de savoir que les vénérables sénateurs ont marqué leur satisfaction, leur assentiment sur les propositions qui leur ont été faites. L'annexe fiscale 2022 soumise au vote des sénateurs a été également validée. C'est une annexe fiscale qui est plutôt soft par rapport à des annexes fiscales qu'on a connues par le passé. Nous mettons plus l'accent sur l'amélioration des performances de l'administration fiscale et douanière à travers la modernisation et donc la réduction de toutes les dépenses qu'on peut noter ça et là. Impôts, douanes et toutes les autres régies financières, le plus dur commence maintenant. Le budget 2022 est connu. Sa mobilisation commence dès à présent. Tous au travail. La commission électorale indépendante se déploie sur le terrain. Elle sensibilise pour des périodes électorales apaisées dans le pays. Les partis et groupements politiques ont été rencontrés aujourd'hui. Sidonie Davila. Les partis politiques ont pour vocation de conquérir le pouvoir. Face aux violences observées lors des élections, ils sont appelés à une synergie d'action avec la CEI.
Je vous demande déjà de nous aider à former nos gars qui sont sur le terrain ou à porter même à notre connaissance les faits qui sont susceptibles d'entacher la sincérité du scrutin. C'est cela. Le fait d'attirer l'attention du préfet ou des membres de la commission électorale sur place, mais c'est déjà important. Les partis politiques constituent pour la CEI des partenaires clés. Ibrahim Koulibaly Kubière, le président de la CEI, a accentué sa communication sur leur rôle avec quelques conseils d'usage. Il faut contrôler le processus, mais de façon courtoise, en ayant vos représentants sur toute l'étendue du territoire. Pendant plus de 2 heures d'horloge, la CEI et ses partenaires, les partis politiques, ont échangé sur leurs problèmes communs. Une approche participative qui séduit plus d'un. Les partis politiques demandent à la CEI que la CEI s'approche des Ivoiriens, des citoyens qui sont des électeurs. Et que la CEI compose avec les partis politiques qui sont les animateurs de la vie politique. C'est un grand pas que la CEI fait. Il faut aller sur le terrain, il faut travailler avec les acteurs. C'est une démarche pédagogique que nous apprécions à sa juste valeur. Mener cette démarche auprès de la population concourt à faire en sorte que cette population ait confiance à la commission électorale indépendante. Les personnes en situation de handicap s'intéressent à la politique. Il y a certains qui militent dans des partis politiques. Il y a certains aussi qui sont même présidents de partis politiques, même des personnes sous. Donc, l'important que ces personnes puissent réellement avoir accès à le processus même électoral. ONG, société civile, était également à cette rencontre d'échange qui vient boucler la boucle de la tournée de sensibilisation de la CEI. En toile de fond, l'élection, instrument de renforcement de la paix. Recensement général de la population et de l'habitat, la date de clôture connaît un nouveau report. L'opération va donc se poursuivre. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat, débuté le 8 novembre 2021, a rencontré l'adhésion massive des populations. Cependant, à l'issue des 21 jours initialement prévus, l'opération a connu des difficultés dans certaines localités, dont Abidjan. Afin de permettre à l'ensemble des populations d'être recensées, le président de la République, Alassane Ouattara, a donné des instructions à l'effet de la proroger du 28 novembre au 7 décembre 2021. Cette période a permis aux agents recenseurs de faire un ratissage efficace. En effet, après une bonne communication ciblée qui a renforcé l'adhésion des populations, nous pouvons affirmer que l'opération du dénombrement s'est bien déroulée sur l'ensemble du territoire national. Les remontées dans le secteur central du projet font état de 24 952 249 personnes recensées à une date prévision de 29 105 787, soit un taux d'achèvement de 86%. À l'évidence, certaines populations ne sont pas encore recensées à ce jour. Soucieux de l'exhaustivité de l'opération, le président Alassane Ouattara a marqué son accord pour une dernière prorogation de la période de ratissage pour permettre l'enrôlement des cas résiduels. Ainsi, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat va se poursuivre jusqu'au 14 décembre 2021. Cependant, eu égard à l'état d'avancement de l'opération, nous démobilisons dès ce jour 29 000 agents de terrain sur un total de 36 134. Les 7 000 agents maintenus continueront le ratissage sur l'ensemble du territoire national. Nous invitons la population à prendre toutes les dispositions utiles pour se faire recenser durant cette période. Fait à Abidjan le 7 décembre 2021 et c'est signé la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. Dans le domaine de l'éducation nationale, les congés de Noël, c'est bientôt, mais pas encore. En attendant la date officielle, les cours se poursuivent dans les établissements. Mais des tentatives de perturbation du calendrier scolaire sont constatées ces jours-ci. Les élèves essaient d'anticiper et la réaction du ministère est ferme et sans équivoque. C'est Forazegui.
Lycée moderne de Andokwa, cet établissement de la commune de Yopougon a connu des heures chaudes le mercredi 1er décembre dernier. Entre 9h et 9h30, il y a eu un remue-ménage dans la cour et on s'est rendu compte, après information, on s'est aperçu que c'était des élèves qui avaient sauté la clôture pour venir perturber les cours. L'incident est à mettre au compte du malheureux phénomène des congés anticipés. Lorsque les congés de Noël approchent, il y a des mouvements d'élèves qui viennent nous empêcher de travailler effectivement par des jeux de pierre. Mais cette fois, aussi bien à Yopougon que dans d'autres communes comme celle d'Anyama, il a été vite maîtrisé et les élèves assaillants et leurs complices mis aux arrêts. L'après-midi, il y avait les devoirs. Et donc le calme est revenu, ils ont fait les devoirs. Depuis matin, nous vaquons à nos occupations. Les cours se déroulent normalement et il n'y a pas eu de perturbation. Pour cette année scolaire, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation tient au strict respect du canton Morez, condition d'une école de qualité. Pour mettre fin à ce phénomène social, ces services ont maintenu la répression, mais ils ont surtout accentué la sensibilisation. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Moi, Joël. Aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les chaînes de télévision, des messages clairs relayés par les chefs d'établissement. Messages bien perçus par la majorité des élèves. Nous sommes dans la classe des examens, ça nous pénalise, ça nous bloque et ça fait que nous ne pouvons pas terminer les cours. La journée du lundi 6 décembre a enregistré quelques perturbations dans plusieurs établissements sur toute l'étendue du territoire. Des élèves qui tentaient de mettre en pratique des messages relayés sur certaines de leurs plateformes de discussion. Mais la détermination du ministère de tutelle à respecter le calendrier scolaire a pu ramener le calme et les cours se déroulent comme d'habitude dans la sérénité. Nous en venons au dossier EcoPlus qui jette un regard ce soir sur le secteur de la pêche artisanale. Entre la surexploitation des zones de pêche, l'utilisation de produits prohibés ou encore la raréfaction des espèces de poissons, la pêche artisanale est à la croisée des chemins. Mais elle reste pourtant l'un des piliers de la production nationale de poissons, encore trop dépendante de l'importation pour faire face aux besoins de la population. Comment les acteurs s'organisent-ils pour venir à bout de ces difficultés? Direction Lozoa, village du département de Guitry, les pêcheurs se battent tous les jours pour résister à une reconversion qui semble s'imposer. Jean-Luc Mangbo. Le soleil se lève sur Lozoa Île. Un petit village de pêcheurs, bout de terre émergé au cœur de la lagune Tadjo, à une cinquantaine de kilomètres de Grand Laou. Il est presque 8 heures du matin lorsque Apollos Loboué rentre de la pêche avec une bien maigre provision. C'est la pêche du jour qui est là. Ça, c'est les harengs. Vous voyez, les harengs, on peut les avoir en plus, beaucoup. Mais actuellement, avec ces 200 mètres, il n'y a eu qu'un seul hareng. C'est que rien ne va. Une situation qui dure depuis de longs mois et qu'Apollos explique par la surexploitation de l'aire de pêche ainsi que l'usage de méthodes peu recommandables. Il y a beaucoup de pêcheurs et ils ont plus de 1000 à 2000 mètres de filet. Alors que nous, ici, ils partent partout et ils ont tous les mailles. Il y a des mailles qui ne sont pas normales. Autre raison évoquée par le pêcheur, la pollution de la lagune. On pompe tout. Donc quand le ruissellement de la pluie arrive, de là-haut, ça ne fait que tuer les poissons. Actuellement, l'eau chauffe à des degrés. Des fois, il y a des poissons qui meurent qu'on ne comprend pas. Résultat, la pêche qui a toujours été pour ces populations la principale source de revenus n'est plus qu'une activité de subsistance. La pêche artisanale représente plus de 60% de la production nationale de poissons qui est de l'ordre de 100 000 tonnes. Outre les revenus et les emplois qu'elle doit garantir, ce type de pêche est appelé à jouer également un rôle important au niveau de la sécurité alimentaire. À Lozoa Île, ces missions sont bien compromises. La rareté de poissons de qualité a plombé les revenus des vendeuses. C'est plus gros que ça. Le problème, comme l'eau n'est pas bonne, la lagune n'est pas bonne, bon, les poissons ne sont pas encore de chose. Parce que les femmes qui achètent le poisson, elles nous fatiguent. Parce que quand c'est petit, là, quand tu lui donnes du poisson, elle touche, elle dit bon, il faut mettre encore, mets cadeau. Parce que tu es obligé de mettre, parce que tu ne peux plus te retourner au village avec. Les femmes assistent impuissantes à la baisse drastique de leur chiffre d'affaires. On vend, il a attrapé 2 ou 3 cuvettes.
Quand on va sur le marché, bon, si on enlève la haine de cuvette, on gagne un bénéfice de 60 ou 70 000 comme bénéfice. Mais aujourd'hui, regarde ce qu'il a eu. Avec le dépense, si tu enlèves tout, tu as 5 000 francs de bénéfice. Le poisson de qualité, un bien lointain souvenir ici, à Lozwa-Île. Nos parents disaient qu'il y avait du bon poisson de la lagune, de gros poissons de la lagune. Ils ont bien mangé, mais aujourd'hui, ce que nous les enfants, nous trouvons aussi, c'est ça. C'est comme si j'ai trouvé aussi. C'est le plus petit poisson. Badji Begré Gilbert a bien connu cette époque d'abondance de la pêche. Aujourd'hui, il n'a pas de mots assez forts pour qualifier la situation que traverse son village. Sur le plan social, c'est une catastrophe. Parce que la jeunesse est là, elle est des traditions des pêcheurs, et il ne peut pas aller au champ, il ne peut rien avoir aussi dans la pêche, ils deviennent quoi? C'est la misère. Chef de village de Lozwa-Île depuis le mois de juillet 2021, il a décidé avec ses notables d'assainir la pratique de la pêche. Nous sommes en train de mettre en place un comité pour essayer de mettre en place une réglementation de la pêche qu'on va appliquer et qui peut aboutir sur le repos biologique, trouver des baies qu'on va surveiller de sorte que les poissons aillent se reproduire dans ces baies et qu'on puisse en avoir en abondance. Un comité de surveillance, principale déclinaison du plan de sauvetage mis en place par la notabilité de Lozwa-Île, piloté par des jeunes volontaires du village. Le produit, quand on met dans l'eau, non seulement ça tue les poissons, et quand on mange, on a des problèmes. Ça arrive soudain, ça tue des gens. Ça appauvrit l'eau. C'est pourquoi on ne veut pas que ça se joue dans notre eau. Le comité veille surtout au respect des zones de pêche qui ont été définies par les villageois. Les étrangers ont leurs coins de pêche et les autochtones aussi ont leurs coins de pêche. C'est dans le coin des autochtones que les étrangers viennent pêcher souvent avec les petites mailles de filet. Là. Ok, ça n'arrange pas la population. Quand c'est comme ça, il n'y a pas assez de poissons. Donc on essaie de suivre l'eau, on essaie de les chasser, pour ne pas qu'ils viennent pêcher, pour avoir un peu de poissons. Pour donner plus de poids à cette répartition des zones de pêche, la chefferie sollicite l'appui des pouvoirs publics. Que le gouvernement nous appuie au niveau de la réglementation de la pêche. C'est comme un arrêté pour interdire certaines pratiques. Grand Laou, situé à une cinquantaine de kilomètres, partage le même paradoxe que Lozwa. Dans la ville des Trois Eaux, le poisson se fait rare. Un paradoxe contre lequel lutte aujourd'hui le préfet de la région. À Grand Laou, un arrêté portant donc interdiction de la pêche du 1er mai au 31 octobre 2021. À l'effet de faire en sorte que pendant 6 mois, les poissons puissent se reproduire. Des mesures contre la pêche traditionnelle irrégulière, mais également contre les navires de pêche qui se retrouvent dans les eaux sans autorisation. Nous avons des bateaux qui viennent de l'extérieur, qui sont dans nos eaux. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que ces bateaux sont dans nos eaux. Et donc, avec l'arrondissement des affaires maritimes, des mesures sont prises pour que chaque fois que ces bateaux-là rentrent dans nos eaux, nous faisons en sorte de les interpeller donc pour les repousser. L'autorité préfectorale veut faire de Grand Laou le point d'ancrage de la production du poisson ivoirien et contribuer à partir de cette région à la satisfaction des besoins nationaux estimés à quelques 600 000 tonnes. La Côte d'Ivoire dépend à 85% de l'importation, une importation qui coûte un peu plus de 300 milliards de francs CFA à l'économie du pays. Un dossier sur la pêche artisanale signé Jean-Louis Gbangbo. Et on s'intéresse à un autre secteur, celui des produits laitiers. Un partenariat a été signé entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et la société Friesland Campina. Dans le viseur, l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en produits laitiers. Espérance Diakale et Cheikh Koné. La production de lait en Côte d'Ivoire est estimée à 34 000 tonnes en 2019 pour une consommation de 240 000 tonnes. En clair, la demande en lait et produits laitiers est plus élevée que la production locale. C'est pour résoudre ce déficit que le ministère des Ressources animales et halieutiques a élaboré le plan national d'action de développement de la chaîne de valeur du lait. Nous sommes disposés non seulement à partager nos connaissances, mais à œuvrer avec vos services pour améliorer les revenus et les conditions de vie des éleveurs et les communautés qui vivent de l'élevage bovin et de la production laitière. La mise en œuvre de ce plan d'action aboutira à des résultats tels que l'augmentation de 25% de la production locale. 50% de cette production sera transformée dans des conditions d'hygiène et de qualité
Et cela va créer 30 000 emplois directs. L'objectif global du plan national d'action de développement de la chaîne de valeur lait est d'améliorer la sécurité alimentaire par le développement d'une chaîne de valeur lait compétitive et attractive. Les enjeux sont grands, mais surtout réalisables, afin d'inverser durablement la tendance actuelle. La Côte d'Ivoire doit jouer sa partition et accroître progressivement sa contribution aux échanges régionaux de produits laitiers. Ce centre va accompagner la Côte d'Ivoire dans le développement de l'élevage et dans la production de lait, en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des acteurs du secteur laitier et des consommateurs. Le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère des PME et de l'Artisanat, ensemble, forment les PME sur la maîtrise du mécanisme du crédit bail, un outil innovant et alternatif en matière de financement des petites et moyennes entreprises. Chaque connaît. Ces chefs d'entreprise et promoteurs de PME, 50 au total, ils sont tous attentifs devant les avantages du crédit bail qui leur est expliqué. Des explications qui démontrent bien la différence entre le crédit bancaire classique et le crédit bail. En guise d'exemple, l'apport initial ou la garantie qui est proscrite dans le cadre du crédit bail ou encore un amortissement court sur la durée du contrat. Tout le contraire du crédit bancaire. L'avantage le plus important du crédit bail, c'est que c'est un financement productif, c'est-à-dire on ne donne pas de la liquidité. On finance seulement le moyen de production ou le moyen d'exploitation de l'entreprise. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme de développement du secteur financier qui vulgarise l'utilisation du crédit bail. Les besoins de financement des PME sont importants. Ce n'est pas toujours que ces PME-là ont la possibilité de se financer. Donc le crédit bail se présente comme étant un outil alternatif. En Côte d'Ivoire, le marché du leasing ou encore crédit bail est tenu par 9 établissements qui offrent des avantages multiformes. En dépit de l'adoption d'une loi réglementant la pratique, le marché du crédit bail peine à se développer au regard du potentiel financier local. Pour le ministre Anoblé, ce mécanisme a besoin d'être vulgarisé pour le bonheur des PME. Le marché du crédit bail est resté peu développé. En Côte d'Ivoire, on l'utilise plus pour acheter des véhicules et c'est tout. Et pourtant, il est indéniable que l'économie ivoirienne a plus besoin de recourir à ce mécanisme afin de s'assurer la place qui est la sienne dans le concert des nations. La Côte d'Ivoire représente à elle seule 60% du chiffre d'affaires du crédit bail dans la sous-région. En 2020, près de 100 milliards de francs CFA ont été octroyés sous forme de crédit bail aux PME. Dans la fonction publique, de nouvelles procédures administratives sont en train d'être mises en place, et cela dans le but d'offrir des services de meilleure qualité aux usagers. Grâce Kando. Amélioration de l'accueil réservé aux usagers clients, organisation transparente, juste et équitable des concours et célérité dans le traitement et la délivrance des actes administratifs. Entre autres défis que veut relever le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Pour réussir ce challenge, 22 procédures ont été élaborées. Désormais, on ne fera plus pour faire sans preuve. On pourra dire, voici ce qu'on fait, et ce qu'on fait devra pouvoir être vérifié. Et d'ailleurs, nous le faisons pour le plus grand bénéfice de nos usagers clients, les populations ivoiriennes, qui ont envie de voir, par exemple, les délais de traitement des actes administratifs réduits au minimum. Et donc, les procédures y contribueront grandement. Quand l'administration n'a pas ses outils de travail, bien entendu, les risques peuvent être identifiés et qui sont redoutés peuvent impacter la performance de cette administration et puis ne pas avoir une administration qui puisse fonctionner à atteindre les besoins attendus de ses usagers, de ses clients. Ces nouvelles procédures seront mises en vigueur à partir du mois de janvier 2022. L'action s'inscrit dans la démarche qualité. Cette démarche que nous appelons de tous nos voeux permettra d'atteindre des objectifs et de bien meilleurs résultats et à moindre coût. D'accroître la satisfaction des usagers clients, d'accroître la notoriété et le prestige de la fonction publique auprès des partenaires et institutions de la République. Elle nous permettra de réduire le niveau de corruption
au sein de notre administration. Selon la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, cette nouvelle approche permettra d'améliorer la gouvernance de la fonction publique. L'Académie des forces armées de Zambakro fait la rentrée solennelle du 3e cours d'études supérieures et de défense. Une rentrée marquée par la signature d'un partenariat avec l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Abou Sanogo nous en dit davantage. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, à l'Académie des forces armées de Zambakro à Yamoussoukro pour la rentrée solennelle du 3e cours d'études supérieures de défense. Une rentrée solennelle qui a débuté par la signature du partenariat entre l'état-major général des armées et l'université Alassane Ouattara de Bouaké pour le Master 2, Gouvernance sécuritaire et défense, l'inauguration du nouveau bâtiment dortoir des stagiaires et la pose de la première pierre du prochain amphithéâtre de la dite académie, inauguré en 2019 et qui joue un rôle important dans la sous-région dans les domaines de la formation des élites militaires. 18 auditeurs représentant 12 pays africains composent la 3e promotion du cours d'études supérieures de défense. C'est une grande fierté pour nous de contribuer modestement à la formation des élites militaires de nos pays. Nous nous réjouissons de ce que chaque année, de plus en plus de pays frères nous rejoignent en nous confiant la formation de leurs officiers supérieurs. L'université Alassane Ouattara de Bouaké s'est félicitée de la signature du partenariat avec le cours d'études supérieures de défense. Ce partenariat gagnant-gagnant permettra d'atteindre les objectifs clairement identifiés, à savoir proposer des modules de formation saisissant le champ dynamique de la sécurité et de la défense. Développer une approche intégrée de la formation, favorisant une collaboration entre praticiens et enseignants-chercheurs du domaine. Le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, a invité les auditeurs du 3e cours d'études supérieures de défense au travail. Lorsque germait l'idée de doter la Côte d'Ivoire d'un institut de formation de ce niveau, nul ne pouvait présager de sa montée en puissance en un laps de temps. C'est le lieu pour moi de féliciter l'ensemble du personnel d'encadrement et de soutien qui porte cette ambition chère à notre pays, celle de l'appropriation du processus de formation des ressources humaines militaires. Chers auditeurs de la session 2021-2022, il nous faudra apprendre à penser autrement, à sortir des sentiers battus, afin de faire face aux problématiques de défense auxquelles nos pays sont confrontés. La leçon inaugurale portant sur l'armée et la République a été prononcée par le professeur Anzoumana Ouattara de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Le Forum pour la surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité se tient à Abidjan du 6 au 10 décembre. C'est une plateforme d'échange entre experts africains intervenant dans la protection de l'environnement. Il s'agit de renforcer les stratégies de l'observation de la Terre à travers la géospatiale pour le développement durable de l'Afrique. Godefroy Kambawa nous explique. Comment favoriser la durabilité environnementale et la croissance socio-économique en Afrique à travers l'utilisation de la science géospatiale, l'une des préoccupations majeures du Forum de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité et l'Afrique GMES and Africa. Cette plateforme est pour les experts africains un cadre de sensibilisation et d'information sur l'opportunité qu'offre la science géospatiale pour un développement durable. Cette réunion nous permet de pouvoir échanger et partager les idées et établir des contacts, des réseaux pour la protection également pour l'observation de la Terre. Et cela va contribuer au développement socio-économique de l'Afrique. Et c'est ce que nous voulons au niveau de l'Afrique. Nous voulons également passer à la mise en œuvre. Et cela est en rapport avec ce que nous faisons. Parce qu'il faudra que nous tous, nous nous rendons compte que les différents défis auxquels l'Afrique est confrontée peuvent trouver des solutions. L'observation de la Terre, un aspect essentiel dans la planification pour une croissance économique. Il s'agira pour les décideurs de mettre à la disposition des populations des données pour une gestion équilibrée
des ressources naturelles. Ce deuxième forum est donc un excellent cadre pour favoriser la communication entre les experts et les utilisateurs finaux dans le but de renforcer le transfert et l'usage des informations dérivées des satellites. Il est important de réfléchir durant ce forum aux partenariats stratégiques que nous devons mettre en place entre le monde de la recherche et le secteur privé pour favoriser l'utilisation des produits issus de l'observation spatiale pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. La rencontre d'Abidjan permet de renforcer les capacités des institutions africaines afin d'exploiter au mieux les services d'observation de la Terre, particulièrement dans les domaines de l'eau, la protection des côtiers et surtout dans la prévention des catastrophes naturelles. L'Afrique peut tirer pleinement profit de l'utilisation des satellites pour la mise en œuvre et le contrôle de ses politiques publiques dans les secteurs de plus en plus vulnérables au changement climatique. L'exploitation optimale des informations recueillies par des satellites contribuera fortement à la gestion des ressources, l'amélioration du territoire ou encore la lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi nous suivons avec beaucoup d'attention le programme de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité en Afrique. L'initiative GMS and Africa bénéficie du soutien de l'Union européenne. Plus de 400 participants venus de plus de 20 pays africains et européens prennent part à ce forum continental qui a sa deuxième édition. Dans l'actualité sanitaire, voyons quel est le point de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire aujourd'hui 7 décembre. Le ministère de la Santé dénombre 18 nouveaux cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, 15 personnes déclarées guéries et 0 décès. En termes de vaccination, 4 685 169 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars au 6 décembre. Dans la commune de Yopougon, le ministre Adama Diawara est allé à la rencontre des femmes. L'engagement pour une Côte d'Ivoire solidaire au cœur des échanges. Moussa Konaté. C'est dans cette ambiance festive que les femmes du quartier Sidessi dans la commune de Yopougon ont voulu témoigner leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara. Une mobilisation pour saluer les actions de développement du président de la République en présence du ministre Adama Diawara. Au rendez-vous du donner et du recevoir, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. C'est à juste titre que toutes les personnes ici réunies n'ont pas hésité à effectuer les déplacements pour soutenir son sens de partage et de générosité. Honoré par cette organisation de femmes qui revendique 3000 adhérentes, le ministre Adama Diawara a rassuré ces dames de la volonté du chef de l'État à œuvrer pour le bien-être des populations. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire connaît une paix indéniable et qui plus est, cette paix est doublée de développement également indéniable. Et c'est là à travers la construction d'infrastructures telles que les ponts, les routes, les écoles, les collèges, les lycées et les universités, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité et j'en passe. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai exhorté nos mamans, nos sœurs, nos filles à être des soutiens indéfectibles pour le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Selon Adama Diawara, la politique est un creuset de vivre ensemble, du partage et de la solidarité. C'est pourquoi il a exhorté les femmes de Yopougon Sidessi à être des ambassadrices de paix. Dans l'actualité culturelle, les préparatifs de la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Le 12e Massa va se tenir du 5 au 12 mars 2022. La nouvelle équipe du Massa est déjà à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement. La cérémonie officielle de lancement est annoncée pour demain. Les guides religieux musulmans ont été formés et informés sur les notions de paix, de cohésion et de vivre ensemble. 200 imams venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont répondu présents pour cette session initiée par le COSIM. Issaïo. Les guides religieux musulmans sont invités à jouer leur rôle dans la cohésion et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de 2 jours de réflexion initiés par le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, sur la culture de la paix. La communauté a besoin de ce genre de formation. On a appris assez de choses qu'on ne savait pas. Panéliste, l'avocat Ben Meïté, par ailleurs député, a éclairé l'opinion sur une question cruciale, la polygamie. Dans la perception islamique, la polygamie est le principe en matière islamique. Maintenant, il faut quand même le conforter aux valeurs, une étude comparée entre les lois musulmanes
et puis le droit positif. Il y a forcément une contrariété. Et la question que je dois me poser, est-ce que la polygamie telle que prescrite par le droit musulman est en contradiction avec notre constitution? Le représentant du cheikh Aïma Ousmane Diakité a pour sa part exhorté les musulmans à être des exemples en matière de cohésion. Les musulmans ont toujours cultivé la paix. C'est pourquoi ce séminaire a été organisé. Nous ne voulons même pas résoudre les conflits. On ne veut même pas que ça arrive. C'est surtout la prévention. Mais si on n'appelle pas les spécialistes pour venir nous montrer comment faire pour que cette prévention s'organise, on ne peut pas atteindre nos objectifs. La société africaine, la société humaine et notre culture, notre fondement est basé sur des mécanismes endogènes qu'on peut utiliser pour gérer un certain nombre de problématiques, notamment la question des conflits. Nous avons, parlant des mécanismes endogènes ou mécanismes traditionnels, nous avons fait référence à certaines alliances à plaisanterie, alliances à parenté, et démontrer aux imams que ces valeurs culturelles que nous avions, la plaisanterie que nous devions avoir, je dois avoir un droit de regard parce que les ancêtres ont mis quelque chose en marche et nous ne devions pas desserrer cela. Les musulmans ont exprimé le besoin de perpétuer ce genre de rencontres afin de mieux former les imams sur la culture de la paix. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez connectés à l'information sur rti.info. Demain 20h, retrouvez Marie Langoran. Bonsoir à tous.